Alors, justement, on a envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a assez de recharge aujourd'hui dans le pays ? C'est un vaste sujet parce que c'est toujours l'enjeu de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a assez de véhicules électriques pour convenir et que les bornes soient rentables ? C'est le problème de l'œuf et de la poule. Parce que pardonnez-moi, mais pour que la recharge soit rentable, enfin pour que la station, comment on appelle ça, une station, une borne de recharge. Voilà. Pour que la borne soit rentable, il faut quand même qu'elle soit consommée. Alors qu'en réalité, on peut s'approvisionner aujourd'hui partout sur du carburant fossile. Est-ce que la massification fera qu'à un moment donné, vous installerez des bornes sans vous poser trop la question de la rentabilité ? C'est sûr que on peut rêver. Non, mais forcément, sans la rentabilité, c'est dur. C'est une mission de service public, malheureusement. Et pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? C'est un vrai. Il y a bien des délégataires. Il y a bien des délégataires de service public. Oui. Installer une borne dans un petit village qui sera pas forcément rentable va servir les habitants de façon extraordinaire. Qu'on soit clair, c'est sûr que les premiers projets de bornes, ça a été clairement dans une optique de délégation de service public. Et plus ça va, et plus on s'accroche dans une optique finalement de rémunération. Après, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Il y a déjà un élément à garder en tête, c'est que déjà pour arriver à atteindre la ville verte, moi j'aime bien, avant de parler tout de suite de rentrer sur la véhicule électrique, déjà il y a un sujet qui est la sobriété. Donc il y a un premier sujet qui est effectivement la sobriété. Il faut effectivement aussi rouler moins, avoir moins de véhicules, avoir des véhicules plus légers. Le vélo en fait partie, le transport en commun. Et j'aime bien commencer par ça parce qu'en fait nous on a créé Bump. Moi j'ai créé Bump dans l'optique vraiment de réduire les émissions de CO2. Vous avez dit 32%. Il faut que ça passe à quasiment zéro en 2050 pour poursuivre notre objectif de limitation du tendre vers zéro. Je pense pas qu'on y arrivera. Pas loin de zéro. Enfin après effectivement, en tout cas quand on regarde le camembert des émissions de CO2, c'est le camembert qui doit diminuer le plus d'ici 2050 pour garantir le 1,5. Donc effectivement, c'est pas zéro, c'est quelques pourcents. Mais c'était ça l'objectif de Bump. Aujourd'hui, quand vous êtes installé, vous avez dit je vais participer à. C'est une anecdote personnelle, mais moi, mon fils est né il y a 2 ans. J'ai travaillé dans des scale-up qui ont grossi très très vite. Et à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai envie de travailler sur un sujet qui soit lié à le plus gros problème qu'on ait sur cette planète, qui est le changement climatique. Justement, si vous avez travaillé dans des scale-up, j'imagine que le sujet de la rentabilité est quand même... Ouais, moi aussi, j'ai bossé dans une scale-up. C'était à Milan. On appelait ça la scale-up milanaise. Non, mais clairement, et c'est tout l'enjeu. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait... D'un côté, on veut faire de la sobriété en manière de transport, et de l'autre, comment on se dit... en fait, il va falloir que mes bornes, elles servent à quelque chose, elles soient rentables. Et donc, globalement, on a envie que les gens continuent à rouler autant, ou on a envie qu'ils roulent moins, parce qu'en fait, il faudrait qu'ils roulent suffisamment pour quand même rentabiliser la borne en question. Bien sûr. Non, déjà qu'ils roulent moins, et ensuite qu'ils roulent en 100% électrique. Et déjà, ça fera un bon marché. Okay, oui. Objectivement, c'est ça. Là, vous y allez super fort, quoi. Super fort. Parce que rouler moins... Pardonnez-moi, mais si on sort des limites du périphérique parisien, et qu'on est en province, où le seul moyen de transport, parce que les transports publics, c'est une tannée, c'est une galère, c'est la voiture. On roulera pas forcément moins. Par contre, je suis d'accord avec vous, on pourrait rouler Non, mais quand je dis rouler moins, on va dire que chaque situation est différente. Et c'est vrai qu'on a abordé le sujet autour de la ville. Oui, surtout. Donc je suis parti sur un concept de mais ville même urbaine. des villes, mais ville urbaine de 100 000, 200 000 habitants. Je prends par exemple Dreux, je prends Tulle, je prends Brive-la-Gaillarde, ou je prends par exemple Roubaix. On a les mêmes sujets. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est que, alors c'est peut-être un peu réactif, mais je me dis. On a toujours ce prisme parisien qui fait qu'on pense que dans les petites villes, on va vivre de la même façon. Non, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Non, mais chaque situation est particulière, et c'est sûr que... mais bon, moi je vois des initiatives qui sont assez intéressantes, comme de la livraison du dernier kilomètre au départ de Saint-Ouen en vélo, et qui est quasiment plus rapide que... On peut livrer en vélo depuis Saint-Ouen, je connais des acteurs qui font ça, et ils sont plus rapides qu'en véhicule, parce qu'il y a moins de bouchons, il y a moins de trafic, etc. Donc, tout ça pour dire que voilà, il faut sortir un peu des idées reçues. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, après effectivement, c'est l'électrique qu'il faut adresser. Donc c'est rouler moins d'une manière générale, avoir moins de véhicules d'une manière générale. Voilà, c'est ça clairement pour atteindre les objectifs, c'est ça. Et ensuite passer à l'électrique. Et quand on réfléchit à passer à l'électrique, il faut réfléchir en termes d'usage. Le lieu où on va recharger le plus, c'est au domicile. Et je prêche pas pour ma paroisse en disant ça, parce que c'est pas ce qu'on fait. Mais clairement, c'est le domicile. Ensuite, c'est le travail. Et c'est assez logique, parce que de toute manière, quand on y réfléchit, c'est les 2 endroits où la voiture reste stationnée le plus longtemps.
Très juste. Et après, ensuite, arrive la recharge publique voirie telle qu'on la connaît, ou les stations de recharge rapide telles que nous, on les construit. Et donc, en fait, vous avez tout ce prisme, et ça commence en général par j'utilise le domicile, puis j'utilise le travail, puis si j'ai ni l'un ni l'autre, j'utilise la recharge publique. Donc la station-service électrique, en fait, a beaucoup moins de sens qu'avec des énergies fossiles. Quand on j'allais parle poser la question, justement. Oui. Elle va être très différente. Donc la ville ressemblera à autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui, alors. Je pense que oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce que nous on constate, c'est que y a plein de. Aujourd'hui, il y a pas. En fait, l'infrastructure pétrolière, elle est très centralisée parce qu'il y a un effet d'échelle à avoir une cuve à fuel et finalement, vous avez plein de trafic qui passe, etc. Sur le marché de l'électrique, entre avoir 10 bornes au même endroit ou 10 bornes sur différents espaces, globalement, vous n'avez pas d'effet d'échelle, très peu. Enfin, vous allez avoir effectivement peut-être un peu de maintenance, mais bon, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, du coup, je crois à une redéfinition où finalement l'infrastructure électrique, elle va être extrêmement éclatée. Et moi, je vois des magasins de bricolage. Elle peut se brancher, par exemple, sur des infrastructures existantes qui n'ont pas été pensées pour recharger des voitures électriques aujourd'hui. Je dirais même que c'est plus sobre en CO2 de réfléchir comme ça. Parce qu'en fait, si vous construisez une grosse station de recharge, il va falloir amener un gros transformateur. Et du coup, tout de suite, c'est des gros câbles, c'est des grosses installations, etc. Alors qu'en fait, bien souvent, à côté, par exemple, d'un magasin de grande surface, à côté d'une entreprise, ou sur un parc d'activités, vous allez avoir des poches de puissance disponibles que vous pouvez utiliser. Vous allez avoir 100 kW, 300 kW de dispo que vous pouvez l'utiliser. Mais c'est pas assez pour faire une station de recharge. Et moi, je vois effectivement... Mais ça peut recharger une voiture, c'est ça ou même pas une voiture? Là, avec 100 kW, vous rechargez une voiture en un quart d'heure. D'accord, ok. Oui, en plus, c'est un flux continu. Et donc continu. après, derrière, c'est... Non, mais c'est un flux continu. C'est un flux continu. Le gars, il vient, un quart d'heure, il recharge, la borne redevient disponible, il y a quelqu'un qui est derrière. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est incroyable. Vive la modernité. C'est finalement, toutes les structures de stations gaz, essence qu'on connaît pourraient être bouleversées demain. Complètement. Et donc, tout ce maillage territorial, justement, ils sont installés sur des endroits extrêmement intéressants, parfois aux abords de centre-ville. Vous avez réfléchi à des idées de comment on pourrait reconvertir ce formidable parc à part les autoroutes qui, à mon avis, les autoroutes, tu auras toujours besoin. Se mettront à l'électrique, auront toujours une offre hybride, et puis voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Non, les autoroutes, on aura toujours besoin. Je pense qu'aussi, pareil, les stations-service en centre-ville, il y aura toujours besoin de stations-service, mais version électrique. Mais il va falloir repenser avec le modèle, potentiellement beaucoup plus de retail. Enfin, le chiffre d'affaires moyen par place, en fait, il va être beaucoup plus faible. C'est clair. Voilà. Donc, va falloir penser différemment. Et puis, à côté de ça, effectivement, ce que vous allez constater, c'est que le restaurant, le restaurateur, le boulanger, le magasin de bricolage, tout le monde va avoir potentiellement sa borne de recharge devant son magasin pour générer du trafic et alimenter. C'est quelque chose qui n'aurait été inenvisageable sur le pétrole. Vous avez un pavillon en banlieue, tiens, je vais prendre l'exemple, voilà, une petite maison en banlieue en ce qui me concerne. J'ai pas d'arrivée électrique dans mon garage qui est juste à côté, à 50 mètres. On peut tirer un câble et faire venir une prise électrique. Écoutez, tout ça est possible. Non, mais juste. Tout ça est possible. C'est des investissements lourds. Ouais, c'est coûteux. En revanche, effectivement, si vous n'avez pas, c'est pour ça que plus on est en cœur de ville, plus on est en zone dense, et plus finalement la recharge publique va être nécessaire, parce que la recharge de domicile est plus compliquée. Et donc là, la recharge publique, en revanche, qu'est-ce qui va se passer? Tirer un câble de chez soi, par exemple, etc., c'est compliqué, ça, c'est vraiment compliqué. Si vous avez votre compteur, non, c'est pas compliqué. Si vous avez votre compteur à disposition, de toute façon, c'est l'infrastructure la moins chère, hein, c'est une prise dans votre garage. Mais en revanche, c'est ça que nous on fait, c'est que si vous n'avez pas de prise chez vous, parce que la copropriété est compliquée, vous avez un pavillon, mais vous n'avez pas forcément une porte de garage ou un accès garage, c'est peut-être pas simple, pour tout un tas de raisons. Ou alors, c'est un véhicule de société. Et vous-même, finalement, vous n'avez pas envie d'investir dans une borne, ou ça peut être aussi ça qui peut être compliqué. C'est pour ça que nous, déjà, en fait, on travaille aussi avec beaucoup de foncières tertiaires, donc des entreprises comme Prologis, AB Sagax, Mileway, c'est gros, des foncières comme ça, pour déployer des bornes de recharge sur leur parc d'activité, parce que c'est ça aussi la solution, avant tout de suite de passer à la recharge rapide. Pour revenir sur la façon dont l'électrification effectivement des transports peut transformer la ville, vous imaginez aujourd'hui des éléments de la ville qui pourraient voir leur usage changer en lien avec l'électrification des transports? Je pense, alors c'est des idées comme ça, mais à des parcs-mètres, à des lampadaires ou à des choses comme ça qui finalement sont là. Il y a une structure, on pourrait les imaginer demain pour recharger en 15 minutes sa voiture ou son scooter. Voilà, alors
Donc, il y a deux aspects à la chose. Ouais. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, des projets transformer des lampadaires en prise, etc. Ça, il y en a des projets très intéressants que je trouve assez fascinants, voire des parcs-mètres, etc. Donc ça, c'est en cours. En revanche, ça sera de la recharge qui sera lente, forcément, parce que vous n'avez pas beaucoup de puissance. La recharge rapide, c'est gros, c'est bruyant, c'est lourd, ça abîme les batteries et c'est coûteux. Ah oui. Ah bah oui, c'est la recharge rapide, on parle de grosse puissance. Donc c'est l'avenir des stations essence aujourd'hui de faire de la charge rapide. Alors en tout cas, l'infrastructure peut servir derrière à installer ce type de structure. Donc clairement, la recharge rapide, on la retrouvera dans les stations-service, ça, il n'y a pas de doute. D'accord. Mais ce que je constate, nous aussi, c'est qu'en parallèle, en fait, on voit tous les acteurs de la grande distribution, tous les acteurs, des restaurateurs qui s'y mettent, en fait. Parce que c'est pas très compliqué de déployer une borne de recharge sur un restaurant, par exemple. Et vous allez au resto, vous prenez un café. Il faut la place quand même. Après tout, en première, deuxième, troisième couronne, il y a plein de restaurateurs qui ont de la place, en fait. Mais monétisé. Quelque part, monétisé. Monétisé. Ou qui amènent du flux. Ou potentiellement, ou générateur de flux avec des business models où, en fait, c'est le chiffre d'affaires qui est généré au niveau du restaurant. Combien ? Le prix kilowattheure ? Voilà, restaurateur, je veux une borne, combien ? Nous, on déploie des bornes de recharge sans financement. Donc, on prend en charge tout le financement et on se rémunère au fur et à mesure des recharges sur cette borne-là. Donc, c'est ça notre modèle. On a un modèle qui est assez unique pour favoriser. Donc, ça veut dire qu'on vous appelle, vous l'installez gratuitement. Voilà. En échange de quoi vous espérez que sur la production, ça vous rapporte quelque chose. Exactement. Nous, on va chercher un contrat entre 10 et 15 ans d'exploitation de cette borne en exclusivité sur ce site. Et on va se rémunérer sur ce site. Mais vous faites des études de marché de flux, par exemple, avant d'y aller, ou oui, c'est en fonction des gens qui vous appellent ? C'était le sens. On a deux approches. Déjà, on fait des analyses de génération de flux, évidemment. Et puis l'autre approche, c'est qu'on travaille beaucoup avec des entreprises, donc notamment Star Service, Stuart, Top Chrono, pour en citer quelques-unes. Et Bolt aussi sur les chauffeurs VTC. Et on sait exactement des besoins. Où sont les besoins, comment les mapper. Et donc, du coup, on va les adresser au mieux aussi comme ça. Merci beaucoup François Oudot d'avoir répondu à toutes nos questions. Sylvain, je vous propose qu'on passe au chiffre du jour, si ça vous va, pour clôturer cette première interview. 18,7%, Sylvain, le chiffre du jour. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, c'est le taux d'épargne des ménages. Je voulais juste compléter ce que vous disiez, François, tout à l'heure. C'est qu'il y a même des routes où on peut, en roulant, se recharger. Oui, c'est vrai. Là, c'est dire qu'on n'est pas au bout. Non, on peut dire qu'on n'est pas au bout des innovations. Alors oui, 18,7%, Nicolas, vous l'avez rappelé, c'est le taux d'épargne des ménages, c'est-à-dire la part du revenu disponible brut qui n'est pas utilisé en dépenses de consommation à déboîter. C'est l'INSEE qui a dévoilé les résultats à la fin du mois de mai des économies que nos concitoyens préfèrent placer sur des produits sans risque. On peut le comprendre, même s'ils ont un très faible rendement, livret A ou autre. Ainsi, 78% des personnes possèdent, donc justement, j'en parlais, le livret A, qui atteint des sommes épargnées atmosphériques, gérées, il faut le rappeler, par la Caisse d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations. Et 32% ont une assurance vie. Pour lutter contre l'inflation, les Français jugent que les meilleurs remparts sont d'abord l'immobilier, pour 46% d'entre eux, puis l'assurance vie, 26%, l'or, 19%, la swap de l'or, et la bourse, le parent pauvre, c'est seulement 9%, Nicolas. Effectivement, je voyais François Oudot qui se demandait pourquoi on lui parlait de livret A ou de bourse, mais effectivement, parce que l'idée, c'était de rebondir quand même sur le sujet immobilier. Merci François Oudot, donc vous êtes cofondateur de Bump, et quant à nous, on se retrouve tout de suite, toujours dans la Côte Immo, dans l'Expert Immo.